Dalida. Deux mois après sa mort, nous nous trouvons avec ma sœur aînée dans l'appartement de notre mère pour faire le tri de ses affaires, les objets, les vêtements, les photos. Au contact de chaque élément à souvenir se réveille une anecdote, une révélation, pour reconstituer l'histoire de cette mère ordinaire, comme un puzzle. Nicole, ma sœur aînée, commente les plus vieilles photos. C'est le mariage de notre cousine, Colette. Tu te rends compte? Maman, qui était sa marraine, l'avait forcée à faire sa robe de mariée en beige, parce qu'elle était enceinte. Il n'était pas question qu'elle se marie en blanc, puisqu'elle n'était plus vierge. Là, c'est à Trouville avec papa. Tu n'étais pas encore né. Tu as vu la forme des maillots de bain. Toute une vie qui défile et semble se résumer à si peu de choses. L'inventaire de toute une vie, ramassé dans des tiroirs, des armoires, des étagères. Tu connaissais l'existence de ce petit carnet sans spirale? On dirait qu'elle a voulu le cacher. Non, je ne l'ai jamais vu. Le contenu me saute à la figure comme l'éruption d'un volcan. Un flot ininterrompu de chiffres se répand sur toutes les pages, en noircissant chaque ligne. Regarde, tous ces montants chiffrés écrits en toutes lettres. 345, 998, 724. Elle a dû se livrer à ce genre d'exercice à la mort de papa, pour s'entraîner à remplir les chèques et payer les factures. Pourquoi ne nous avoir rien demandé? Pour ne pas nous déranger, sans doute. Pour devenir enfin autonome, après ces 50 années de mariage où papa se chargeait de toutes ses démarches. Il faut que je parte. Tu m'autorises à conserver ce petit carnet? Demain, même heure. Bien sûr, ma chérie. À demain. J'avais besoin de marcher pour laisser se répandre lentement toutes ces émotions dans mon corps. Ne pas m'en débarrasser trop vite. Les laisser agir pour aseptiser la douleur. Refaire le parcours de cette mère ordinaire pour lui permettre d'exister autrement dans mon esprit. Ne plus juger, ne plus reprocher, ne plus regretter comme lorsque j'étais adolescente. Mais comprendre. Tout simplement. Comprendre l'histoire de cette femme.
Tout le monde a son histoire, disait George Sand. Et chacun pourrait intéresser au roman de sa propre vie s'il l'avait comprise. J'aurais préféré avoir la main coupée plutôt que de ne pas savoir écrire. Cette phrase résonnait comme un couperet dans la tête de la petite fille que j'étais alors. J'avais 8 ans et j'avais du mal à comprendre que ma mère ait été privée de ce privilège d'aller à l'école. Plus qu'elle avait porté la marque de cette souffrance comme un tatouage gravé au fer rouge sur sa peau. L'humiliation de ne pas savoir écrire. Elle la vivait comme une amputation plus grave que celle d'une main. L'amputation d'un statut de femme à part entière. On n'imagine pas combien tout au long de sa vie, on se trouve dans l'obligation d'écrire. Elle ne pouvait pas écrire son adresse. Elle ne pouvait pas répondre à un questionnaire. Elle ne pouvait pas inscrire ses enfants à l'école. Elle ne pouvait pas rédiger un mot pour la maîtresse. Elle ne pouvait pas faire une liste de courses. Elle ne pouvait pas remplir un chèque. Sa honte, devant le regard des autres. Un sentiment d'impuissance, un piège qui se referme. Être acculé au mur et trouver à la hâte et dans l'affolement une raison pour justifier ce manquement. Pour surtout ne pas avouer cet handicap, si sévèrement puni par la société. Souvent, j'étais présente aussi. Quand j'entendais ma mère bredouiller à la caissière. « Excusez-moi, j'ai oublié mes lunettes et je ne vois pas suffisamment pour écrire. Pouvez-vous remplir le chèque à ma place? Je le signerai. » Elle ne me regardait pas alors. Mais au son de sa voix, je savais son désarroi. Ces situations humiliantes, je les appréhendais. Et elles suscitaient ma honte. Après avoir quitté ma sœur, je me retrouvai vite au bord de la mer. Nous étions à Nice. C'est là que mes parents s'étaient retirés à la retraite de mon père. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. C'est au-delà de cette mer Méditerranée, de l'autre côté, à Carthage, qu'elle est née ma petite mère, Hélène. En 1926, 6e et dernier enfant d'une modeste famille italienne, immigrée en Tunisie. Tu savais que la mère de maman était modiste? Et son père forgeron? Oui. Et elle me disait qu'il connaissait par cœur les airs d'opéra de Rossini, Verdi, Puccini. Maman aussi d'ailleurs. Je l'ai si souvent entendu chanter quand j'étais petite. Libiam nell'ietica, licci che la bellezza infiora, e la fuggevol ora, se ne brilla voluta, libiam e rossi freniti, che suscita l'amore, poiché che lo tuo al cuore, onnipotente va. Libiamo amore fra i ca, licci più caldi baci avrà. Il chantait à pleine voix en rentrant du travail pendant que sa femme faisait les raviolis. Oh, les raviolis de la grand-mère, un travail colossal.
Elle remplissait un à un chaque petit ravioli et elle les refermait en appuyant fortement sur les extrémités pour qu'ils ne s'ouvrent pas pendant la cuisson. Tu sais, une semaine avant son AVC, maman était chez moi. Je lui avais demandé de nous apprendre à faire les raviolis. C'était l'anniversaire de Léa, la plus jeune des petites filles. Elle était si heureuse de lui faire plaisir. Mais elle était si épuisée. Elle soufflait péniblement en roulant la pâte. Je ne me rendais pas compte alors combien ça lui coûtait. Tu te souviens du voyage en Italie en 65? Elle était si fière de me servir de guide. Elle retrouvait l'usage de sa langue maternelle. Une langue qui chante quand elle parle d'amour. Parlo d'amor sognando, all'acqua, all'erbe, all'ombra, ai fiori, ai monti, ai venti. Une langue qui vocifère aussi, et qui explose. Dans les cours de Naples ou du Kram. Le Kram, c'était le quartier de Tunis, investi par les Juifs et les Italiens. C'est là qu'elle a vécu. Nous y sommes nés, Alain et moi. C'était même assourdissant parfois, dans les réunions de famille et les scènes de jalousie. Malandrino, cornuto, pistifra. La jalousie du grand-père. On racontait qu'il fermait à clé la porte de chez lui en partant au travail pour empêcher sa femme de sortir, qu'il lui coupait lui-même les cheveux pour qu'elle n'aille pas chez le coiffeur. Maman lui ressemblait. À chaque retour de soirée, elle faisait une scène à papa parce qu'il avait invité 2 fois la même femme à danser. Tu t'es pas vu? Les yeux te sortaient de la tête. Et ce petit sourire crétin leur accompagnant. Tu crois que j'ai pas deviné ton petit manège? Oh, mais tu me le paieras! Tu me le paieras! Cet index menaçant qu'elle pointait vers lui en parlant. Je les détestais, ces cris. Je les appréhendais chaque semaine, quand elle réclamait l'argent du ménage. Papa trouvait toujours qu'elle dépensait trop. Les scènes se terminaient invariablement par les pleurs de maman, et papa, contraint à dormir dans le canapé du salon. Elle me demandait alors de venir la rejoindre dans le lit conjugal pour la consoler. Elle se tapait la tête contre les murs. « Comédiante, tragédiante » disait papa. « Mamma mia » elle disait. « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une vie pareille? J'ai fait la bonne chez mes beaux-parents pendant 8 ans. Et maintenant, je suis obligée de mendier pour m'acheter une paire de chaussures? Mais je le jure, je ne suis pas prête de recoucher avec ce radin. » C'est vrai qu'elle n'avait aucun scrupule à nous parler de sa vie sexuelle avec papa. Tu te souviens? On était toujours au courant de leur réconciliation pendant la sieste du samedi. Tu savais qu'elle faisait aussi de moi sa complice pour surprendre les infidélités de papa? Tiens, va chercher du pain pour ce soir. Et en passant, dis-moi si la voiture de papa est au parking du bureau. Le cœur battant, j'obtempérais. J'avais si peur des conséquences que j'appris très vite à mentir quand la voiture ne s'y trouvait pas. Ce qui voulait dire que mon père était allé voir une maîtresse. Un secret bien lourd à porter pour une petite fille. Pour moi, le plaisir sexuel était lié au péché et au mensonge. Plus tard, je n'ai jamais pu lui parler de mes premières amours. Je mentais pour aller à mes premières boumes et vivre mes premiers émois amoureux. Même encore maintenant, s'il m'arrive d'avoir des rêves érotiques, c'est toujours le visage de ma mère qui apparaît et provoque un réveil brutal avant d'avoir pu assouvir ce désir inconscient. Tu crois que l'amour et la jalousie sont indissociables? Non, pour moi, l'instinct de possession va à l'encontre du vrai sentiment amoureux. Le grand-père qui enfermait la grand-mère, tu crois qu'il l'aimait? En tout cas, il ne se souciait pas de la rendre heureuse. C'est vrai. On raconte qu'à sa mort, elle a enfin commencé à respirer. Pourtant, ce père machiste, c'était un modèle de force et de virilité pour maman. Lui au moins, c'était un homme, un vrai. Malgré sa petite taille, il ne s'est jamais laissé faire. Pas comme ton père,
qui s'aplatit comme une lavette. Souviens-toi, ma fille, dans la vie, il ne faut jamais se laisser marcher sur les pieds. Celui qui crie le plus fort finit toujours par avoir raison. Un père tant admiré, trop tôt disparu. Au chemin qui longe la mer, à l'ombre d'un jardin de pierre, je veux que tranquille il repose, je l'ai couché dessous les roses. Mon père, mon père. Hélène n'a que 8 ans quand son père disparaît. Elle me parlera souvent de ce traumatisme. Quand on force une petite fille à embrasser le visage glacé du mort avant de refermer le cercueil, la sensation de froid sur les lèvres reste à jamais gravée dans la chair. Tout au long de sa vie, Hélène déclinera souvent de se rendre aux enterrements. Ce que je prenais pour de la sensiblerie était peut-être lié à cette profonde blessure de l'enfance. À la mort du père, la veuve et ses 2 plus jeunes enfants, Émile et Hélène, doivent déménager faute de moyens. Ils viennent s'installer chez Martha, la sœur aînée, qui subvient aux besoins de toute la famille. En contrepartie, la veuve doit entretenir toute la maisonnée. Cette brave mémé fait tout. Les courses, la cuisine, la vaisselle, le ménage, la garde des petits-enfants, les grandes tablées. Martha et les frères suggèrent à la jeune Hélène d'abandonner l'école pour aider sa mère dans les tâches ménagères. Hélène n'a donc que 8 ans quand elle interrompt définitivement l'apprentissage de l'écriture et de l'orthographe. Ce n'est pas grave, elle est jolie, elle trouvera facilement un mari. Puisqu'elle était jolie, elle n'avait pas besoin d'étudier ni d'apprendre un métier. La condition de la femme dans les années 40 est tout entière contenue dans cette insertion. Elle était jolie, maman, avec son visage poupin, ses grands yeux bleus. Elle avait de la grâce, elle avait du charme. Mais ce charme allait vite devenir une contrainte à l'adolescence. La jalousie maladive du père était avantageusement remplacée par celle des frères et des beaux-frères. Elle disait qu'il surveillait sans cesse ses allées et venues, qu'il la mettait constamment en garde contre la lubricité des hommes. Méfie-toi les Arabes, tous des obsédés sexuels. Aucune sortie nocturne, tout au plus, quelques après-midi sur la plage avec des amis. Mais toujours chaperonné par le frère aîné, Jean. Jean, celui qui est mort en 1942, sous un bombardement. La mort du grand frère. Son 2e traumatisme. La famille ramassant les morceaux de corps déchiquetés pour les placer dans un cercueil fabriqué à la hâte, avec quelques planches de bois de récupération. Elle disait que du sang ruisselait encore du cercueil pendant la cérémonie. Un cousin avait subi le même sort. Sa mère a dû être internée. Le chagrin l'a rendue folle. Mais cette période troublée et douloureuse a mis aussi beaucoup d'animation dans le quartier du Crâne, qui voit son nombre d'âmes considérablement augmenter avec la venue des soldats étrangers. Les Allemands, les Italiens, les Anglais, les Américains et les Français de France. Martha, la sœur aînée, profite de l'opportunité pour ouvrir un restaurant qui accueille tous ces jeunes et beaux soldats. Hélène est bien sûr interdite de séjour dans cette salle qu'elle ne traverse qu'exceptionnellement pour aller en cuisine, sous le regard émoustillé de ces beaux garçons. La musique, venue d'outre-Atlantique, sur le micro-sillon posé sur le vieux phonographe, envahit la salle. Hélène écoute dans l'ombre
ces nouveaux rythmes qui s'emparent des corps et véhiculent l'espérance et la joie de vivre retrouvée. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make a cry. Guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola. Good old fun, Kumana. Mother and daughter, working for the Yankee dollar. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls are going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, good and fun, Kumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Hélène a 17 ans. Il est temps de songer à lui trouver un mari. Au beau cousin italien qui avait gagné son cœur, Salvatore, on lui préfère Michel, un Français de France, fils d'un colonel de l'armée française, qui avait fait partie de la commission interalliée en 1918. Michel est distingué à souhait et empreint de bonnes manières. Il fait de Martha, la sœur aînée, sa complice, pour attirer l'attention de la jeune Hélène. Michel ne plaît pas à Hélène. Mais comme elle n'a pas le choix, elle se résigne, voyant dans le mariage une forme d'accession à la liberté. Elle n'est pas amoureuse, certes, mais elle le deviendra avec le temps, lui dit-on. Et puis, le prétendant n'est pas vilain garçon, et il est de plus éperdument amoureux de cette jolie fiancée. Tu te souviens les photos de mariage? Elles sont toutes recollées. Maman les avait déchirées après une dispute. Le lendemain, elle était allée chercher les morceaux dans la poubelle. Ils avaient fait les choses en grand. Pour la modeste famille italienne, la promotion était de taille. La plus jeune des leurs entrant dans la grande bourgeoisie de France. Le mariage célébré à Tunis devait être à la hauteur. Une magnifique robe de dentelle, le parcours en carrosse à la sortie de la cathédrale de Carthage, surplombant la mer. Elle m'en parlait souvent de cette cathédrale, qui avait abrité les cérémonies les plus festives et les plus douloureuses de la famille. Les mariages, les baptêmes, les communions, et aussi les enterrements. Celui du père, du frère, du cousin. Et le plus pathétique, celui du petit-neveu, François, terrassé à 2 ans par une méningite. Une grande statue de la Vierge ornait la nef. Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour donné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue Marie. La liberté acquise par le mariage sera de courte durée. 9 mois plus tard, Hélène met au monde une fille, Nicole, qui sera suivie 11 mois plus tard par un garçon, Alain. Elle dira qu'elle n'a pas profité de sa jeunesse. Pourtant, elle s'investira pleinement dans son rôle de mère. Elle en a passé des nuits blanches auprès de l'aîné, qui souffrait de dysenterie à cause du climat. En 1947, le médecin conseille de rentrer en France.
C'est pour Hélène la découverte de la capitale. Les lumières, les grandes avenues, le cinéma Rex, où elle assiste à la projection d'Autant en emporte le vent, avec le séduisant Clark Gable et la piquante Viviane Leigh. Elle chante et son cœur est heureux, elle rêve et son rêve est tout bleu, elle pleure, mais ce n'est pas bien sérieux, mademoiselle de Paris. Elle court à petits pas pressés, elle vole vers les Champs-Élysées et donne un peu de son déjeuner au moineau des Tuileries. Elle fredonne, elle sourit, et voilà mademoiselle de Paris. La publicité sur les panneaux lumineux de la ville, le métro, la place de l'Opéra, les grands magasins, le printemps, les galeries Lafayette, ses escalators, sa coupole et sa terrasse panoramique. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois fondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. Le 14 juillet, les balles populaires, les amoureux qui dansent au son de l'accordéon. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le nerveux et doit s'acquérant de la piste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étendue de la musique. Mais l'euphorie de la liberté retrouvée de la capitale fait vite place au souci d'une grande difficulté à se loger. Pendant 8 ans, Hélène vivra chez ses beaux-parents, avec Michel et les 2 enfants. C'est papy, à la sortie du métro Félix-Faure. Autrefois, les photographes prenaient les gens en photo dans la rue. Il y en a plein dans l'album. Au pied de la Tour Eiffel, sur le pont de l'Alma. On habitait chez papy et mamie. C'est vrai. Elle m'en parlait souvent de cette cohabitation forcée, avec la belle famille bourgeoise, dans un bel appartement du 15e arrondissement. Elle se plaignait de la promiscuité. Tu peux le dire. Papa, maman, Alain et moi dans la même chambre, jouxtant celle des beaux-parents. Le soir, maman mettait des boules tiesses pour ne pas entendre à travers la cloison les réflexions désobligeantes de sa belle-mère, qui parlait très fort, parce que le grand-père colonel était sourd. Elle critiquait tout dans son comportement. Sa manière de s'habiller, d'élever les enfants, de faire la cuisine. Pourtant, maman fait tout pour lui faire plaisir. Elle leur fait découvrir le couscous de son pays natal. Oh, un vrai désastre. La belle-mère ne supportait pas ces petites graines de semoule qui se répandaient partout. Alain et moi, on n'avait pas le droit de sortir de table. Pas le droit de boire un verre d'eau avant d'avoir fini la soupe. Pas le droit d'écouter de la musique. Seulement un concert de musique classique 1 fois par semaine à la radio. Seule exception, le couronnement de la reine d'Angleterre. Sur la seule chaîne de télévision en noir et blanc. Même la bonne avait pu se joindre à nous. Quelle désillusion pour Hélène. Elle qui avait tant espéré de cette promotion sociale. Elle amorce une tentative de liberté. Elle dit qu'elle veut prendre des cours de coiffure pour travailler dans un salon. La belle-mère s'y oppose catégoriquement. Devenir coiffeuse? Mais que diraient les dames du mercredi devant leur tasse de thé?
La femme du général, celle du juge, celle du notaire. Après l'abandon de l'école, après l'abandon du beau cousin italien, Salvatore, l'abandon de l'apprentissage, la vie d'Hélène est une succession de renoncements. Cette capacité de résignation paraît aujourd'hui inimaginable. Mais à l'époque, une fois qu'une femme était mariée et avait des enfants, il était impossible pour elle de quitter son mari. Comment aurait-elle fait pour vivre? Une seule solution: accepter la non-réalisation de soi en dehors du foyer, accepter les tromperies éventuelles, accepter la toute-puissance du mal. Mais aucun être ne peut passer sa vie à être opprimé. Ne pouvant s'exprimer à l'extérieur, Hélène devient le maillon fort du foyer. Elle s'impose et décide de tout comme un tyran. Michel s'efface devant les décisions à prendre, renonce à ses centres d'intérêt, le football, les balades à pied dans la capitale. Elle lui coupe la parole, le dénigre devant ses enfants. C'est elle, la référence. Elle qu'ils doivent écouter, consulter, admirer. Ça a plutôt bien marché d'ailleurs. Ses enfants la voient belle, forte, intelligente, mariée à un homme effacé et lâche. Je l'entends encore dans la voiture. Attention! Le feu est rouge! Bah mets ton clignotant. Pourquoi tu ne doubles pas là? Je ne sais pas pourquoi tu as voulu prendre cette route, c'est toujours bouché. On va arriver à quelle heure? Oh, si seulement j'avais mon permis de conduire, ça irait plus vite. Michel ne disait mot. On avait l'impression qu'à force, il ne l'entendait plus. Qu'il était dans son monde. Souvent, des scènes d'une violence inouïe. Moins il répondait, plus elle s'énervait. Son discours était en boucle, elle était au bord de la crise de nerfs. Un jour, au cours d'un repas, elle s'empare de la nappe contenant la vaisselle et balance le tout par la fenêtre. Michel descend en courant dans la rue pour réparer les dégâts. Un soir, n'y tenant plus, Michel annonce qu'il veut demander le divorce. Il n'en est pas question. Il n'en a plus jamais reparlé. C'est juste après la guerre que papa est rentré à l'aviation civile. L'aérien, c'était sa passion. Il ne pouvait pas piloter à cause de sa myopie, mais il voulait devenir radionavigant. Seulement, maman l'en a empêché à cause des horaires décalés et des absences répétées. C'est pour ça qu'il travaillait sur les terrains d'aviation. Oui, et c'est aussi grâce à ça qu'on est parti à Madagascar. Oh, lumière, Madagascar. Mon premier souvenir, aussi loin que je puisse remonter dans ma mémoire. Les grandes caisses en bois, dans lesquelles on emballait la vaisselle, et sur lesquelles papa peignait au pochoir le nom et la destination. Direction générale de l'aviation civile, Tananarive, Madagascar. Tu avais 4 ans, tu disais avec une grande fierté: je pars chez Madame Gaspard. Je me souviens très bien en 1958, quand le général de Gaulle est venu sur l'île pour proclamer l'indépendance. La France a commencé, ou plutôt continue, une transformation profonde au point de vue économique et social, de manière à sortir tout ce pays de la misère. Une liesse et des fêtes somptueuses, avec chants et danses malgaches. Certaines places sont débaptisées, des statues de maréchaux enlevées, mais la transition se passe sans heure. Les expats sont soulagés. Nous continuons à bénéficier, pendant les 9 années de notre séjour, d'une vie des plus confortables. Tu te souviens? Une vraie vie de château. Un logement spacieux, des domestiques, une lingère, une cuisinière, un jardinier. La brave Justine surtout. Elle arrivait tous les matins à 7 heures pour nous apporter le petit déjeuner au lit. Même le dimanche. Et elle repartait le soir après une journée de travail.
Une vraie perle, comme on disait alors des domestiques. Pourtant, il faut reconnaître à ma mère qu'elle nous a toujours appris à la respecter et à ne pas abuser de notre position. Elle pouvait compatir. Elle aussi avait connu la pauvreté. Son souvenir le plus cruel était que ses parents n'avaient jamais eu les moyens de lui acheter une poupée. Quand ma fille aînée, Marie, eut 4 ans, je lui offrais pour Noël sa première belle poupée. Or, ce même Noël, Hélène lui en offrit une beaucoup plus belle, qui fit la préférence de ma fille. J'en ai voulu à ma mère de m'avoir volé cette prérogative. Mais, 2 années plus tard, pour ses 70 ans, Hélène osa nous demander de lui offrir une poupée. Une de ces belles poupées en porcelaine que nous lui avons achetées au Galeries Lafayette. Elle la gardera jusqu'à sa mort. J'ai compris alors que la magnifique poupée offerte à ma fille avait été pour Hélène une sorte de revanche. Elle était heureuse à Madagascar. Sur cette photo, elle avait 36 ans. Elle n'a jamais été aussi radieuse. Comme toutes les femmes aisées, l'institut de beauté, le coiffeur. Et les rendez-vous chez la couturière. Je voulais toujours l'accompagner. Après avoir choisi les modèles dans les journaux venus de France, Modes et Travaux, Marie-Claire, Paris Match, et après avoir choisi les tissus dans les grands comptoirs tenus par les Indiens, nous nous rendions 2 fois par semaine pour les essayages dans la modeste maison en terre battue de cette femme aux mains si douces. Elle épinglait le tissu sur nos corps en prenant bien soin de ne pas nous toucher. J'adorais la sensation de ses mains qui se promenaient sur ma peau, les rouleaux de tissu qui s'entassaient sur les étagères, les bobines de fil multicolores, la machine à coudre Singer noir et or, le mannequin sur lequel elle déposait les modèles en cours d'élaboration, et les patrons en papier de soie dont le froissement charmait mes oreilles. C'est qu'il fallait souvent renouveler la garde-robe. Les soirées dansantes avaient lieu plusieurs fois par mois. Pour toi aussi d'ailleurs, c'était tes premières surprises parties. C'est vrai. Sur cette photo, je porte la robe rose de Sylvie Vartan. Je l'avais faite copier par la couturière, d'après une photo dans Salut les copains. La vague des yéyés avait déferlé jusque dans l'océan Indien. On se mettait tous au twist et au hula-hoop. Les 45 tours de Johnny, Sylvie, Françoise Hardy, Adamo tournaient allègrement sur le tépas du salon, sur lequel, innovation extrême, on pouvait adapter un appendice pour en mettre plusieurs à la fois. Plus besoin de manipuler le bras toutes les 3 minutes, le second disque se mettant en place, comme par magie, sur la platine. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Paris. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Sous
soir de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances, où nous faisions les fous. Ah, Johnny, c'était vraiment le roi, notre king à nous, les Français. Tu te souviens, quand on l'a vu en vrai à mes mises en plage, le micro sur pied incliné vers l'avant, puis vers l'arrière, puis sur les côtés. Maman disait que c'était le plus grand. Toute sa vie, elle le défendra. Contre Eddie Mitchell, contre Antoine, et ses élucubrations stupides, elle disait. À chaque fois qu'il m'était possible de lui offrir des places pour un concert de Johnny, je l'ai fait. Antibes, l'Olympia, plus tard le Zénith et le Palais des Sports. Sa joie faisait tellement plaisir à voir. Ces 9 années à Madagascar furent sans conteste les plus belles de sa vie. Une vie facile, avec des domestiques, des soirées de folie avec toute une bande d'amis de son âge, qui prenaient la vie à bras-le-corps, dans l'insouciance d'une période tout entière dédiée à la facilité. On ne parlait pas de pollution, de chômage, de sida. C'était les 30 glorieuses. Un joli nom pour évoquer le retour de la paix, de la croissance, de la natalité. Le baby boom. J'ai le souvenir d'une enfance protégée, dans un pays qui n'était pas le mien, mais que j'ai adopté à tel point qu'il m'a fallu de longues années après mon retour pour que je me sente vraiment française de France. Même encore maintenant, j'ai beaucoup de mal à distinguer le chêne du marronnier. Mais je peux encore dire, quand fleurit le jacaranda, le bougainvillier, le magnolia, et l'odeur de l'eucalyptus, les baobabs, les fameux bambous, ils s'érigeaient en rang serré dans le parc zoologique en face de chez nous, où j'aimais observer les crocodiles. Et le son du djembé, annonçant le retournement des morts. Cette cérémonie unique au monde consiste à déterrer le cadavre 1 an après son décès, à l'entourer d'un linceul blanc et à lui faire faire le cours du quartier sur un brancard porté par les hommes de la famille. Ensuite, on déposait le brancard sur la table du banquet où s'attablaient les convives. Effrayée par cette sorcellerie, ma mère m'interdisait formellement de m'approcher d'eux. Mais dès qu'elle avait le dos tourné, je suivais le cortège en prenant bien soin de ne pas être vue. Je me cachais derrière les bambous et j'observais, effarée, ces gens mangeant et chantant autour du cadavre. Ce rituel macabre me fascinait. On n'oublie jamais les sons, les odeurs, les paysages de son enfance, que l'on passe sa vie à essayer de retrouver quand elle a été belle, ou à réparer quand elle a été douloureuse. Et cette maman que je chérissais, elle n'avait plus que moi. Mon frère et ma sœur adolescents, passant tout leur temps à l'extérieur avec leurs copains. Hélène entretenait soigneusement ce rapport fusionnel que nous avions instauré. Tu étais tout le temps avec elle à l'époque. On avait une telle différence d'âge avec toi. C'est vrai, je n'allais à l'école que le matin à cause du climat tropical. L'après-midi, maman m'apprenait à tricoter, à crocheter, à faire la cuisine. Le mercredi, les raviolis que je découpais soigneusement. Les soirs de réception, la semoule du couscous que je malaxais avec application. Le dimanche, les pizzas pour le pique-nique. Et le dimanche soir, tu te souviens, le dîner suisse, chocolat chaud et pain brioché. 2 après-midi par semaine, maman m'emmenait au cinéma. Nous prenions le taxi, des 2 chevaux, dans un état lamentable. Le chauffeur devait démarrer avec une manivelle. Et dans les descentes, il coupait le moteur pour économiser l'essence. Il nous déposait à l'Apollo, au Ritz, au Roxy, les 3 cinémas de la ville basse, et parfois au Rex, le cinéma de la ville haute.
J'ai appris l'Amérique avec les westerns, l'Antiquité avec les péplums, l'Europe avec Sissi, impératrice. J'ai appris que le bien triomphe toujours du mal, que l'argent ne fait pas le bonheur, que l'injustice doit être combattue, que le courage est la plus belle des vertus, et qu'amour rime avec toujours à la fin du film. Yul Brynner m'a enseigné l'audace, John Wayne le sens de l'engagement, Romy Schneider et ses robes de rêve m'ont donné le goût de l'élégance. La lumière vient déjà et le film est terminé. La photo sur le beau fin peut faire sourire ou pleurer. On voyait Gary Cooper qui défendait l'opprimé. C'était vraiment mon enfance, mais c'est la dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé. Ah, et les filles qui pleuraient pour le jeune premier. Bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. Ah, la grande classe de Gary Cooper, quand il tend la main à Grace Kelly, dans le train sifflera 3 fois. Mais le vrai héros de maman, c'est Rock Hudson, dans Vertigo. C'est vrai, elle n'a jamais voulu admettre qu'il était homo. I've got you. Up. I can't make it. Yes, you can. Come on. I got Come along, Mrs. Thornhill. Oh, Mathieu. Figure-toi que lors d'une soirée entre amis, on lui présente un nouvel expat, un médecin qui ressemble trait pour trait à son acteur fétiche. J'étais là. Ah oui? Comment ça s'est passé? Il lui a donné rendez-vous pour une consultation. Et après? Oh, il y en a eu beaucoup d'autres. Avant chaque rendez-vous, c'est papa qui remplissait le chèque, parce qu'elle ne pouvait pas écrire le montant chiffré en toutes lettres. On n'a jamais vraiment su s'ils devinrent amants. Mais moi, j'avais deviné qu'elle était amoureuse. Tous ces essayages devant la glace avant chaque rendez-vous. Je l'ai même surprise à s'énerver contre Justine parce qu'elle n'avait pas encore repassé la petite robe bleue qui lui allait si bien. Elle pouvait peut-être se permettre cet écart. Elle savait très bien que papa ne s'était pas privé de la tromper. Toutes ces belles malgaches qui lui tournaient la tête. Il le lui avait avoué d'ailleurs. Souvent, les hommes ont beaucoup plus de mal que les femmes à garder ce genre de secret. Ils se croient quittes en avouant leur adultère à l'épouse légitime, sans imaginer une seule seconde le tremblement de terre qu'ils vont provoquer. On oublie aisément la faute avouée, mais l'autre, pas, disait Sacha Guitry. Les femmes sont beaucoup plus discrètes dans ce domaine, ou meilleures comédiennes. Une forme d'intelligence émotionnelle selon les uns, ou de rouerie selon les autres. Hélène n'a jamais avoué quoi que ce soit. Et même bien des années plus tard, je n'ai jamais osé lui poser la question. Les enfants n'aiment pas imaginer la vie sexuelle de leurs parents. De même qu'ils n'aiment pas les voir nus. Quelque chose d'indécent, voire d'impur. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. La complainte, c'est la plainte de le cœur. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, genre d'ici ou genre d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse.
C'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je sais. À un niveau bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Ces années faciles n'ont pas pour autant supprimé tous les problèmes sociétaux. La contraception, l'avortement. Il faudra attendre 1973, le manifeste des 343 salopes et Simone Veil, pour mettre fin à des pratiques qui ont mis en péril ou tué de nombreuses femmes qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas assumer une grossesse. Hélène a fait partie de ces femmes, à 2 reprises, pendant notre séjour à Madagascar. La première fois, la fameuse technique de l'aiguille à tricoter, pratiquée par un ami de mon père, ancien infirmier à l'armée. La deuxième fois, c'est le médecin qui est venu à la maison pour effectuer le curetage à la sauvette, à condition qu'il n'entende plus parler de nous dès l'acte accompli. Terré derrière la porte de la chambre fermée à clé, j'écoute les cris plaintifs de ma mère. Je me cache en entendant l'ouverture de la porte et le pas pressé du médecin. Avant de fuir, il griffonne à la hâte une ordonnance qu'il tente à mon père. Un médicament à prendre en cas de complication. 2 heures plus tard, Hélène respire difficilement et se plaint d'une forte douleur à la poitrine. Je me revois encore, assise dans la voiture à côté de mon père, roulant à vive allure un dimanche après-midi, pour trouver la pharmacie de garde qui nous délivrerait le précieux médicament. Une embolie pulmonaire, évitée de justesse. Tels les animaux, les enfants sentent tout de suite le danger. J'ai haï ce médecin qui nous avait abandonnés et avait failli me priver de ma chère maman. Nous qui sommes sans passé des femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Ce 9 années à Madagascar s'achevait, dans la nostalgie d'un départ de grandes vacances et la perspective d'une rentrée des classes, grise et morne. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Que c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. L'avion m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. C'était l'automne en effet, quand nous nous réinstallâmes à Paris, dans un nouvel HLM de la porte de Saint-Cloud. La famille se disloquait. Nicole, ma sœur aînée, venait d'épouser Patrick, un enseignant qui fera pratiquement toute sa carrière à l'étranger. Elle revenait 2 mois, chaque été. Je me souviens surtout des adieux déchirants à chaque rentrée des classes. La mère et la fille pleuraient abondamment
en songeant à ces 10 mois de séparation. Ne pouvant pas écrire, Hélène devait se contenter de lire le courrier de sa fille, sans pouvoir y répondre. Elle décide alors de se remettre à l'apprentissage de l'écriture et de l'orthographe. Elle achète un bled, un cahier. 2 fois par semaine, je lui fais l'école. Très vite, elle se décourage. Dit qu'elle n'a pas de mémoire, qu'elle n'y arrivera jamais. Je n'ai pas assez encouragé, sans doute. Un manque de patience. Un manque de temps. On sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, mis le petit dégoût de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure, un bruit d'illusion sèche et de regret. Hélène se raccroche aux 2 enfants qui lui restent. Sournoisement, elle les culpabilise quand ils veulent s'affirmer en dehors d'elle. Chaque matin, quand je partais au lycée, elle me faisait un signe de la main, par la fenêtre de la cuisine. Son visage triste plombait ma matinée et m'incitait à revenir le plus vite possible après les cours pour rompre sa solitude. L'excès d'amour maternel vaut mieux, sans doute, que le manque d'amour maternel. Mais savoir que le bonheur de sa mère ne dépend que de nous est un fardeau lourd à traîner quand on veut prendre son envol. Le passage par la case maladie sera pour moi une étape nécessaire. Ces mots que je n'osais pas dire pour me libérer de ce trop-plein d'amour rongeaient mon corps qui s'étiolait de jour en jour. À peine 33 kilos, qui me mettait au bord du précipice. Hélène a toujours récusé ce diagnostic d'anorexie mentale posé par les médecins. Comment aurait-elle pu comprendre qu'elle était en train de tuer sa fille? Elle qui n'a toujours vécu que pour faire le bonheur de ses enfants. Ce corps décharné qui traduisait mon angoisse n'a suscité en elle aucune remise en question, aucun début de dialogue. Je lui en ai voulu alors. Finalement, il valait mieux qu'elle continue à croire qu'elle avait été une bonne mère, puisque c'était le seul rôle qu'on lui avait permis de jouer. Ne pas la bousculer dans ses certitudes, puisque le mal était fait et que je m'en étais sortie. A-t-on vraiment besoin de régler ses comptes verbalement avec la personne qui nous a fait du mal pour guérir de ce mal? On devient adulte quand on a pardonné à ses parents. Je ne sais plus qui a dit cela, mais je crois que c'est vrai. Il était bien cet appartement en bord de Seine. Pourtant, papa n'a jamais pu se réadapter. C'était un tel changement. Retour à la case départ, une vie où tout est compté. C'est à ce moment-là que maman a commencé à travailler comme vendeuse dans un magasin de jouets. 2 dimanches par mois, papa nous emmenait au restaurant, la pizza Pinot sur les Champs-Élysées. L'hiver, maman mettait son manteau de vison pour l'occasion. Le dimanche, elle redoublait d'élégance. Comme Hélène, 20 ans auparavant, j'étais fascinée par la capitale. Je suis dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les canyons sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures.
s'éveille. Paris s'éveille. Mais Paris, c'est aussi le théâtre. Un 14 juillet, comme c'était gratuit, je vais avec Hélène à la Comédie Française. Bérengère Bottin, sociétaire, déclame les paroles de la Marseillaise, vêtue d'une longue robe blanche à crêpe et drapée du drapeau français. Tremblez, tyrans, et vous, perfides, opprobres de tous les partis. Tremblez, vos projets parricides vont enfin recevoir leur prix. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve vos sillons. Quelle émotion! Les larmes envahissent mon visage. Ma vocation est née. Je serai comédienne. Hélène m'encourage. On m'inscrit au cours Simon, le cours le plus célèbre de l'époque. Mes parents, exigeant l'obtention du baccalauréat avant de me lancer dans une carrière artistique, je décide de gagner 1 an en me présentant au bac en candidate libre, alors que je suis en classe de première. Je travaille d'arrache-pied à tout apprendre seul. L'histoire géo, la philo, les maths, l'allemand, l'anglais. C'est Hélène qui avait conservé mon carnet scolaire. Elle était si heureuse de mes bons résultats. J'avais réussi, là où elle avait échoué. La fameuse collante. Cette lettre de l'académie, nous apprenons les résultats du bac. Je suis avec ma mère dans la cuisine. Nous quêtons la distribution du courrier. Soudain, la concierge glisse sous la porte la fameuse lettre. C'est Hélène qui l'ouvre. Mention bien! Oh, je me jette dans ses bras. Nous pleurons ensemble un long moment, sans pouvoir nous arracher l'une à l'autre. Pour Hélène, c'était la revanche totale. Elle continue aussi à m'encourager dans mes projets artistiques. Elle était tellement fascinée par le cinéma. La lumière, les maquillages, les coiffures, les robes somptueuses. Pendant des années, elle avait suivi l'histoire des stars, leurs carrières, leurs amours, dans Jour de France ou Cinémonde. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. La, la, la. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. La la la, elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur menthe à l'eau, chercher du regard un spot, le dieu projecteur. Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux menthe à l'eau. Hollywood est dans sa tête, toute seule elle répète. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La, la, la. Je n'ai jamais vu ma mère se mettre à table une seule fois, sans être impeccablement habillée, maquillée, coiffée. Ne jamais se laisser aller physiquement, même quand ça va mal, disait-elle.
ton visage, que j'ai longtemps admiré et embrassé, avant qu'on ne referme ce cercueil, avait retrouvé tout l'éclat de sa beauté. Celle que tu as toujours eue avant ta maladie, celle que tu as si bien entretenue tout au long de ta vie. C'était une règle pour toi, cette élégance que tu m'as transmise. Une manière de respecter les autres et de te respecter toi-même, disais-tu. Terrassée par un accident vasculaire cérébral, Hélène vit 7 ans, paralysée et privée de parole, dans une maison de retraite médicalisée. Elle refuse de prendre ses repas avec les autres pensionnaires. Elle refuse les miroirs. Je l'entends encore, poussant des cris puisqu'elle ne pouvait parler, me montrant avec dégoût ses cheveux, sa peau, ses dents, se frappant la poitrine avec vigueur. Je m'énervais souvent, criais plus fort qu'elle pour la faire taire. Elle éclatait en sanglots, comme une enfant. Pourquoi tant de cruauté? Les animaux ont une fin de vie moins pathétique que la sienne. Avant son AVC, elle nous avait dit qu'elle ne supporterait pas d'être paralysée et qu'elle préférerait l'euthanasie. Mais que faire maintenant qu'elle ne pouvait plus ni parler ni écrire? Le corps médical ne cesse de nous rabâcher qu'ils sont là pour soulager les patients, pas pour les achever. Et quand il n'y a plus aucun espoir de guérison, et que la vie n'est plus qu'une longue succession de minutes douloureuses et angoissantes, je demande seulement d'augmenter la dose de calmant. On me reproche quasiment de vouloir tuer ma mère. La petite maman chérie de mes 10 ans ne se distingue plus de la mère hostile qui opprima mon adolescence. Je les ai pleurées toutes deux, en pleurant ma vieille mère. Disait Simone de Beauvoir. Je ressens la même chose. Il y a longtemps que j'ai pardonné à Hélène de m'avoir trop aimée. Même mal. L'amour qu'on reçoit, ce n'est jamais trop. C'est un capital inestimable pour se construire dans la confiance et dans l'humanité. Coïncidence ou signe du destin? Le jour de sa mort, je me trouvais en tournée en Tunisie, le pays de sa naissance. J'ai prié longtemps devant la Vierge de la cathédrale de Carthage, comme si je venais refermer le livre de sa vie terrestre. Et cette prière d'Albert Cohen m'est revenue en mémoire. Je vous salue, Mère pleine de grâce, Sainte Sentinelle, vous aux yeux qui devinent, vous qui savez tout de suite si les méchants nous ont fait de la peine. Je vous salue, Mère qui pardonnez toujours et caressez nos fronts de vos mains flétries, Mère qui êtes toujours à la fenêtre pour nous regarder partir, Mère qui ne nous aimait pas moins, si nous sommes laids, ratés, avilis, faibles ou lâches.
croire en Dieu.